Chers amis, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième webinaire de l'Association marocaine d'Urologie. Ce webinaire, il est spécial et je dirais même, il est mémorial pour plusieurs raisons. Notre orateur de ce soir est le docteur Jean-Romain Gauthier qui va nous parler de l'urétéroscopie semi-rigide, trucs et astuces. En fait, nous sommes doublement honorés avec lui. Premièrement, le docteur Jean-Romain Gauthier est très connu puisque son nom est associé à l'érythroscopie depuis l'âge de la pierre. Un nom qui est entré dans l'histoire urologique par la grande porte depuis presque 40 ans. Inventeur de l'uréthroscope Jean Gauthier, je dirais le Gauthier pour les intimes. Nous avons partagé ensemble, deuxièmement, et ça c'est très important, nous avons partagé ensemble un souvenir mémorable puisque l'AMU et le docteur Jean Gauthier ont été honorés ensemble par l'AFU la même année, le 23 février 2018 à Paris, par le professeur Lebray en recevant la médaille Félix Guyon. C'est un homme d'une grande qualité, associant disponibilité et partage du savoir, et je dirais quand même, il a participé à la formation de pas mal de générations. Aussi, nous avons avec nous ce soir, pour modérer ce webinaire, le professeur Sihmed Lalish, le professeur Yassine Nouili, le docteur Anas Azizi et le docteur Omar Mansouri. Merci beaucoup, messieurs les modérateurs. Donc, je remercie les membres du bureau de l'AMU pour leur dévouement et leur abnégation. On a un timing à respecter. Et à vous la parole, messieurs les modérateurs. Yassine? C'est moi, oui. Alors, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Gauthier. On ne se connaît pas, mais je vous remercie de cette participation à ce petit meeting sur l'urétéroscopie semi-rigide. Je pense que c'est une technique qui a encore de nombreuses implications, même si actuellement, on a aussi l'urétéroscope souple qui a fait sa grande rentrée en urologie, mais peut-être une indication un petit peu différente. Et donc, c'est une technique qui nécessite néanmoins un petit apprentissage. Et parfois, on peut être amené à avoir certains petits problèmes techniques qui peuvent gâcher une procédure qui aurait été simple par ailleurs. C'est pour ça que faire un petit rappel et puis une petite présentation sur les trucs et astuces qui peuvent faciliter la vie de l'urologue est une chose qui me paraît tout à fait opportune et tout à fait positive. Merci. À mon tour aussi de remercier Dr Gauthier. Il a déjà été l'invité de l'AMU au Congrès national il y a 2 ans, je crois. C'est un expert de l'urétéroscopie semi-rigide, puisque c'est lui qui a mis au point l'urétéroscope qui porte son nom. Et donc, après une longue expérience de plus de 40 ans, il va nous présenter aujourd'hui les trucs et astuces et comment améliorer cette procédure. Si parfois on peut avoir quelques difficultés techniques, il peut nous apporter un grand aide pour passer ce cap. Donc, sans trop tarder, nous avons aussi avec nous Dr Azizi et Dr Mansouri qui vont nous présenter le questionnaire et aussi poser des questions de l'assistance. Et donc, à vous, Dr Gauthier, commencez votre présentation. Voilà, merci à vous tous. Docteur Gauthier. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, très bien. Je peux partager l'écran? Oui. Partager. OK. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Parfait. Donc, merci à vous tous. Oui, j'ai eu la chance d'être parmi vous il y a 2 ans au congrès de l'AMU. 24, quand je suis rentré de Paris, où j'ai un stage de post-internat à la Pitié-Salpêtrière, c'est Guy Valencien qui m'a montré les premières urétéroscopies.
Puis effectivement, j'ai commencé l'urétéroscopie avec les gros urétéroscopes de Bichler. Ça me paraissait évident d'essayer d'améliorer ça et de faire des urétéroscopes moins larges, surtout que le laser est arrivé, le lithoclaste. Effectivement, j'ai mis au point 2 urétéroscopes successivement chez Wolf puis chez Storz. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années que cette technique m'intéresse et je vais essayer de vous donner quelques petits trucs. Voilà, alors plutôt que vous faire un cours magistral que j'avais déjà fait à l'AMU, je pensais commencer par des vidéos. Alors, il y a 2 jours avant-hier, j'ai fait quelques images puisqu'on continue effectivement, comme l'a dit le professeur Yacine, à faire de l'urétéroscopie rigide. Là, je pense qu'il y a des indications pour le souple, mais il y a des indications qui restent pour le rigide. On peut pas tout faire en souple. Le rigide pour laser plus grosse, on peut faire des prélèvements plus facilement que par du souple. Donc, il faut garder cette technique. Voilà, alors il y a 2 jours, vous m'entendez toujours bien? Oui. Il y a 2 jours, j'ai eu une observation. Là, la radio ne passe pas, c'est dommage. C'est une autre radio. Voilà, j'ai une dame qui est arrivée avec une hématurie et puis une image, voilà, une image atypique dans son. Vous voyez là le scanner. Elle a une tumeur du pôle supérieur du rein gauche, mais surtout elle a une image lacunaire et hétérogène au niveau du piélon gauche. J'ai décidé d'aller regarder ce qui se passait. Alors, comme toujours, je fais un petit schéma. Et je crois que c'est important d'expliquer aux malades, surtout s'il y a des choses qui après ne se passent pas bien, il faut avoir bien prévenu. Donc, je fais à chaque fois, pour toutes les urétéroscopies, qu'elles soient rigides ou souples, je fais un petit schéma où j'explique qu'il y a, voilà, il y a une image anormale, je ne sais pas ce que c'est, qu'on va aller voir. Il y avait des ganglions, cette petite tumeur, on verra par la suite, et qu'il y a un risque de mise en place de double J. Voilà. Donc, je fais ça à chaque fois. En plus, c'est une preuve d'explication. Là, donc, je vous montre comment est la table. Là, je prends toujours maintenant une grande table. Au début, je prenais la grande table uniquement pour du souple. Cette grande table, il y a un cystoscope avec une optique 70, il y a une sonde urétérale classique 714, il y a un guide de Terumo Stiff. Je ne prends plus que du Stiff maintenant. Il y a du produit de contraste, de l'eau, de l'huile. Je préfère l'huile à la xylogel. Et voilà comment je suis installé avec la jambe côté du patient qui est allongée, qui n'est pas fléchie, du côté de l'urétéroscopie qui n'est pas allongée. De l'autre côté, elle est fléchie pour pouvoir avoir des mouvements plus faciles. J'ai un arceau de radioscopie. Je suis assis, je fais toutes mes endoscopies assis. Et voilà comment je tiens mon urétéroscope. Je pense qu'il est important d'avoir la main gauche si on est droitier, de guider comme ça cette extrémité, et c'est beaucoup plus facile. Je pense qu'il ne faut pas tenir l'urétéroscope avec ses 2 mains par l'optique. Bon, le lavage, on peut utiliser bien sûr une poche. Moi, j'ai la chance d'avoir une pompe à pression que j'utilise pour le souple, donc je l'utilise pour le rigide. Et pendant des années, j'ai fait avec une grosse poche qu'on mettait à 1 mètre au-dessus du malade. Ça suffit la plupart du temps pour le rigide, mais quand on peut utiliser les pompes à pression, c'est pas mal. Là, voilà, j'utilise 2 écrans, dont un ici qui me permet d'enregistrer. Et là, c'est la progression sur le guide. Alors, je tâtonne. Dès qu'on rentre dans la vessie, on va progresser un petit peu. Je prends souvent cette image comme un serpent qui sort de son panier, tout doucement. On rase la muqueuse urétérale et on se sert du guide comme on se servirait d'une canne pour aplatir un petit peu la barre interurétérale, la barre trigonale, pour chercher le méa, comme ça, tâton, jusqu'à ce qu'on trouve le méa. Quand on se perd, on va vers l'autre méa, et en général, ça permet de se repérer. On peut déjà, par cystoscopie, éventuellement repérer des petites anomalies sur cette barre interurétérale. Une fois qu'on est face au méa, on introduit donc son guide dans le méa, et là, j'utilise pratiquement toujours, quand je suis en rigide, la manœuvre du chausse-pied, c'est-à-dire que je retourne mon urétéroscope, j'y reviendrai un petit peu plus tard, sur 180 degrés, pour soulever le toit du méa. Je m'introduis avec des petits mouvements de va-et-vient pour nettoyer l'optique, pour avoir toujours une optique propre. Et une fois que je suis introduit, je me remets en position normale et je monte dans l'urtère. Voilà, alors chez cette dame, le but, c'était d'aller prélever ce image anormal piélique. Donc, je remonte tout doucement dans l'urtère. Et cette remontée se fait sur le guide, puisque, vous le verrez après, j'utilise le guide de 2 façons. Un guide de progression urétérale. Et ensuite, si je veux travailler dans l'urtère, j'utilise le guide d'une autre façon,
C'est-à-dire, je laisse un guide à l'extérieur de l'urétéroscope et à ce moment-là, c'est mon guide de sécurité qui me permettra par la suite de mettre une double J ou de mettre une sonde urétérale simple si j'en ai besoin. Donc, le guide est utilisé de deux façons. Un guide de progression pour remonter, ça permet de rester en permanence dans l'axe de la lumière, ou un guide de sécurité qu'on laisse à l'extérieur de l'urétéroscope de façon à, par la suite, pouvoir monter une sonde. Donc là, je suis dans le pied long et vous voyez que j'arrive dans la jonction et je vois ces images, ces franges anormales qui sont tout à fait typiques d'une tumeur urothéliale. Je vous montre quelques images que j'ai prises à l'intérieur. Voilà les images endoscopiques. Donc, je rase la muqueuse, je pousse mon guide, la manœuvre du chausse-pied, rotation de 180 optique, je remonte et voilà ces franges urothéliales que je vais biopsier. Alors, si j'étais en souple, la pince, il y a une petite pince qui est utilisée en souple, mais qui est vraiment très difficile à utiliser. La vision est quand même moins bonne. Alors, j'utilise l'urétéroscope que j'ai mis au point chez Storz, qui est, vous voyez la qualité, enfin j'espère que vous avez la qualité des images qui est correcte. C'est un urétéroscope à lentille abâtonnée, ce qui fait que je n'ai pas d'effet de demi-lune et j'ai quand même une vision qui est meilleure que les fibroscopes. Voilà, donc je biopsiais à 2 ou 3 reprises après avoir fait des chirurgies vésicales et piéliques. Je biopsie avec une petite pince ces franges, de façon à avoir quand même si les images étaient assez typiques, à avoir une preuve histologique avant d'orienter cette patiente vers une néphrourétérectomie très probable. Voilà, donc ça c'était une première bien, toujours. Oui. Alors attention aux fausses routes OMEA, si vous voulez faire une pyélographie ou monter une sonde, je pense qu'il faut toujours le faire sur guide pour ne pas faire de fausses routes OMEA et se servir de l'albaran pour être bien dans l'axe de ce MEA et ne pas l'abîmer. Donc, je reviens sur cette progression sur le bas-fond vésical qui est importante. Moi je ne mets pas de guide avant. On peut, si on commence cette technique, mettre un guide lors de la cystoscopie de façon à remonter ensuite sur un guide qui a déjà été mis en place. Mais j'évite de le faire. Moi, je remonte directement en urétéroscopie. Donc, la technique du chausse-pied, le guide, on se retourne, on soulève le MEA. Si le MEA n'est pas trop étroit, et on y reviendra par la suite, s'il est étroit, c'est beaucoup plus difficile. Alors, il y a des cochonneries qui se mettent dessus, on ne voit pas très bien, mais on secoue un petit peu l'endoscope pour enlever cette muqueuse, enfin, ces mucosités qui viennent gêner. Puis, dès qu'on a passé le premier centimètre d'urtère, on remonte jusque là où on veut ou jusque là où on peut, en sachant bien sûr si c'est difficile. Là, c'est une petite vidéo pour montrer que le guide peut passer en fausse route sous muqueuse et qu'il faut se méfier, qu'il faut redresser ces fausses routes. Une autre petite vidéo pour vous montrer quand c'est difficile, parce qu'on ne passe pas toujours. Et si c'est difficile, je crois qu'il ne faut pas hésiter à préparer l'urtère, surtout si on est en début de technique, et il faut mettre une double J. Parfois, on a des MEA qui sont très étroits, et on a beau essayer de dilater, on a beaucoup de mal à dilater. Alors là, je vais vous montrer comment on peut dilater de façon un peu agressive, mais je crois qu'il ne faut pas le faire, ou alors vraiment avoir bien l'habitude de la résistance des tissus. Vous voyez que le MEA est tout petit, il est punctiforme, je n'arrive pas à soulever le toit du MEA, j'essaie de rentrer, je pousse un petit peu, et se passe ce qui doit se passer dans ces cas-là. La muqueuse se décolle, et il faut arrêter, mettre une double J, ça se passe bien, et revenir quelques temps après. Vous voyez, la muqueuse s'est décollée. Alors, si elle se décolle circonférentiellement, alors là, c'est très embêtant, comme une chaussette. Là, surtout, il ne faut pas hésiter à mettre une double J et à revenir plus tard. Si la muqueuse se décolle que sur un côté, on peut se servir du guide pour la repousser et finalement arriver à pénétrer, mais il faut déjà une petite habitude de ces rotations de l'urétéroscope à l'intérieur de l'urtère. C'est ce que j'ai fait là, mais ce n'est peut-être pas ce que je conseille du premier abord. Il vaut mieux, dès que c'est difficile, ça c'est vraiment une règle essentielle, dès que c'est difficile, il faut savoir mettre une double J et revenir plus tard. Attention à ces guides qui passent en sous-muqueux. Parfois, on se demande pourquoi une double J ne veut pas monter. Il faut aller voir ce qui se passe. Et très souvent, on peut avoir une progression du guide en sous-muqueux en sachant que le guide peut ensuite revenir tout à fait normalement dans
dans la lumière urétérale et on a une image piélique qui paraît normale, alors que sur 1 ou 2 cm, on a un passage sous-muqueux. Il faut aller voir ce qui se passe. Là, c'est un calcul un peu gros. Alors là, c'est quand on est trop gourmand, on se dit, tiens, je suis un peu pressé, ce calcul est un petit peu gros, mais j'ai dilaté mon méa. Le méa ne me paraît pas trop étroit. C'est un petit calcul oxalate qui va être difficile à casser. Je vais mettre un petit coup de dormia. Alors moi, dans l'urtère, que ce soit bien clair, je n'utilise pas de panier en nitinol. Je n'utilise que des paniers métalliques parce qu'ils ont un beau pouvoir d'écartement et je les utilise pratiquement toujours ouverts. C'est exceptionnel que je les ferme. J'ouvre la cage et je retire le calcul comme ça, ou les débris de calcul avec ma cage ouverte, un petit peu comme avec un filet ou un panier. Voilà. Mais là, ce qui devait arriver arriva, c'est que sur le dernier centimètre, ça se bloque. Bon, là, il ne faut pas insister, sinon ça se passe mal. On peut stripper. Bon, si c'est 1 centimètre de muqueuse, ce n'est pas dramatique. Si c'est plus, bien sûr, ou si c'est stripper un bout d'urtère, ce n'est pas bien du tout. Ce panier, il faut faire attention quand on a cassé un calcul de ne pas être trop gourmand et il faut enlever les petits morceaux les uns après les autres, c'est-à-dire pas pousser le panier trop haut. Il faut prendre les premiers morceaux les plus bas de façon à sortir les premiers morceaux. Alors souvent, moi, je rentre le panier dans mon urétéroscope, ce qui me sert de gaine de dormia, ça referme la dormia. Je re-rentre dans l'urtère et je rouvre mon panier un petit peu plus haut de façon à éliminer progressivement tous les morceaux, mais faire attention de ne pas, ce qui était arrivé là, à mon fellow là, il y a 2 jours, il s'était bloqué avec plusieurs morceaux parce qu'il a été trop gourmand, il avait pris trop de morceaux à la fois et ça, il faut faire attention de ne pas le faire. Et si c'est le cas, ben, il faut couper la dormia, ou si on a pris un morceau trop gros, ou si on a pris un calcul trop gros, il faut sectionner, soit démonter la dormia si on a la chance d'avoir une dormia démontable, soit prendre ses ciseaux, couper la dormia, on la laisse en place, on revient dans la dormia, c'est-à-dire dans les fibres métalliques de la dormia, de façon à aller finir la fragmentation. Une complication qui peut arriver, c'est une fissuration urétérale. Alors, ce sont surtout des fissurations qu'on voit en mettant une gaine d'accès. Et voilà une image que j'ai eue le lendemain d'avoir fait une urétéroscopie souple. J'avais une boucle de ma double J qui était sortie par une fissuration urétérale qui était passée inaperçue. Alors, fissuration urétérale, qu'est-ce que ça donne? Voilà, par exemple, en urétéroscopie souple, quand on se retire, alors que parfois la gaine d'accès paraît être montée tout à fait facilement, vous voyez très bien la dilacération là, de la muqueuse et même de la musculeuse sur plusieurs millimètres, voire même 1 à 2 centimètres. Ce n'est pas dramatique du tout si on sait le gérer, c'est-à-dire si on sait laisser une double J et une sonde vésicale de façon à éviter le reflux pendant la sonde vésicale 48 heures et la sonde double J pendant, je dirais, dans ces cas-là, au moins 3 semaines, 1 mois. La sonde double J, moi, je la laisse minimum 1 semaine. Je crois qu'il ne faut pas laisser une sonde double J moins d'1 semaine. Au moins 8 jours et au plus 1 mois et demi. Il ne faut pas les laisser trop longtemps, sinon si on les laisse trop longtemps, voilà ce qui se passe. Et voilà ce que vous pouvez avoir à rencontrer, c'est-à-dire qu'un malade qui arrive, souvent qui vient d'ailleurs ou qui a oublié qu'il avait une double J, et vous voyez une double J qui est complètement calcifiée. Bien sûr, si vous essayez de l'attraper avec votre pince à corps étranger, ça ne marche pas, elle reste bloquée. Et donc, il va falloir rentrer dans l'urtère pour aller la débloquer. D'abord, avec le cystoscope et la fibre laser 600 microns, vous commencez à l'attaquer pour la nettoyer. C'est un petit peu long, c'est comme traiter un calcul vésical. Voilà, vous la décortiquez en quelque sorte. Alors, on peut le faire avec le lithoclaste, avec la fragmentation pneumatique. Moi, j'ai la chance d'avoir un laser holmium assez puissant, donc ça, c'est mieux. Sinon, on le fait avec effectivement la fragmentation balistique. Et puis on remonte dans l'urtère et là, il y a tout un travail à faire progressivement de décortication de la sonde. C'est moins difficile qu'on ne pourrait croire parce qu'en fait, cette double J calcifiée a préparé la plupart du temps l'urtère qui est assez large et on remonte progressivement jusqu'à ce qu'on la libère de cette gangue calcique et jusqu'à ce qu'on arrive à la boucle d'en haut. Alors, je passe rapidement. Voilà, et quand on arrive en haut, voilà la boucle d'en haut, et je l'ai entièrement nettoyée. À ce moment-là, il n'y a plus qu'à redescendre dans la vessie et à la tirer. Et ça m'est arrivé, je dirais, peut-être une dizaine de fois, mais c'est pas, il faut savoir pouvoir nettoyer ces double J qui sont restés trop longtemps. Monsieur Gauthier, je peux vous interrompre?
Bien sûr. Alors, moi, je voudrais vous poser deux petites situations un peu difficiles. C'est lorsque le méa ne s'ouvre pas. Oui. Vous parlez que vous ne dilatez pas. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure. Si le Que méa pensez-vous de mettre deux guides? Ah, d'accord, parfait. c'est bien, on peut mettre le guide. Mais si c'est difficile, moi, il y a plusieurs solutions, mais je vais y revenir tout à l'heure, hein, en faisant la petite présentation. Si vraiment vous avez un petit méa, vous ne pouvez pas monter, vous essayez de flusher, vous ne pouvez pas flusher, ben vous montez sur guide. C'est là où il faut avoir fait attention de ne pas faire de fausse route au méa et avoir mis son guide avec l'albaran et la sonde pour bien être dans l'axe du méa. Vous remontez la sonde urétérale 714 sous le calcul, que vous ne pouvez pas flusher parce que vous avez essayé de le flusher, vous y avez passé du temps, vous avez mis un peu de jet de vous avez fait tout, il ne veut pas bouger. Vous ne pouvez pas remonter. Là, vous mettez la sonde urétérale, je vous montrerai comment, sous le calcul, et vous mettez une sonde vésicale. Et vous attachez les deux l'une à l'autre, et vous attendez 48 heures. Et 48 heures après, votre sonde urétérale simple, pas une double J, la sonde latérale, a dilaté le canal, et vous pouvez remonter là où vous ne pouviez pas remonter. En tout cas, chaque fois que j'ai essayé de le faire, j'ai pu le faire. Là, c'était juste pour vous montrer, mais j'y reviendrai, hein. Pardon, vous aviez une autre question ou on continue? Non, deuxième situation, c'est lorsque le calcul, on a un calcul du bas urétère près du méa et on n'arrive pas à monter un guide. Alors, est-ce qu'il faut fragmenter le calcul pour le libérer un peu, libérer la paroi et par la suite monter le guide de sécurité et continuer, ou faut-il c'est une situation que faut-il faire? C'est une situation difficile et là aussi, je vais y revenir un petit peu plus loin parce que le gros risque sur ces calculs OMEA, c'est de partir en fausse route. Mais je vais y revenir après. Hein, simplement pour cette petite vidéo, pour vous dire que moi, les double J, non, c'était la vidéo précédente, je les monte, je mets le plus possible de double J dans le rein. C'est-à-dire que je trouve qu'elles sont d'autant mieux tolérées qu'il n'y a pas de grosses boucles dans la vessie. Je me fiche complètement qu'elles fassent 2 ou 3 boucles dans le rein. Bon, normalement, on essaie de prendre une longueur qui est adaptée à la taille du patient, mais je crois qu'il vaut mieux avoir un surplus de double J dans le rein que dans la vessie. C'est-à-dire que je largue d'abord ma boucle, en vérifiant par scopie que j'ai bien boucle qui se forme bien dans le piélon et pas dans un calice. Et dès que je suis au col, je largue le reste de la double J pour n'avoir qu'une boucle à l'intérieur de la vessie. Quand on enlève une double J et qu'on doit faire une urétéroscopie par la suite, je crois que c'est toujours mieux d'attraper l'extrémité de la double J de façon éventuellement, si cette double J n'est pas là depuis trop longtemps, de mettre un guide à l'intérieur de la double J pour éviter plusieurs manœuvres. On laisse un guide, ce qui permet ensuite de monter une sonde ou de monter une gaine d'accès. Là, c'est les cas typiques où on a un uretère qui est inflammatoire, on a cassé du calcul, on a dilaté un petit peu en force. Vous voyez que la muqueuse urétérale est très inflammatoire, il y a des petits morceaux de lithiase qui restent. Et dans ces cas-là, et dès qu'on a un doute, je crois qu'il ne faut pas hésiter à mettre en place une sonde double J. Voilà, donc ça, c'était des petites vidéos. Avez-vous des questions là, sur ces vidéos? Ensuite, je vais revenir sur quelques points techniques de l'urétéroscopie. On y va directement. Directement. Donc, alors, on va, pardon, je me mets sur la présentation ici. Voilà. Et je vais me mettre sur ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va demander à un urétéroscope maniable, d'être stérilisable avec de l'autoclave et d'être solide et de ne pas coûter trop cher? Donc, c'est pour ça que moi, j'ai essayé de trouver ces compromis et que je vais travailler avec cet urétéroscope que j'ai fait j'ai demandé à Storff de fabriquer. C'est comme je vous l'ai dit, un urétéroscope à lentilles à bâtonnet, ce qui évite, ce qui donne une vision que je trouve tout à fait excellente, qui évite ce nid d'abeilles qu'on a la plupart du temps sur des semi-rigides fibrés et qui ont une vision beaucoup moins bonne et surtout une profondeur de champ beaucoup plus courte. Donc, il faut une extrémité fine, qui soit traumatique. Je n'aime pas les urétéroscopes avec des optiques décalées parce que tous ces mouvements de rotation que je fais, et j'en fais beaucoup dans l'uretère, quand on a une optique décalée, c'est beaucoup moins facile. Quand vous êtes en résection, vous avez une optique directe, vous tournez autour de la prostate avec votre anse de résécteur, c'est facile parce que votre optique est directe. Imaginez si vous faisiez une résection avec une optique décalée,
ce serait un gros problème. Et là, le canal opérateur direct n'avait un intérêt que lorsqu'on travaillait avec des ultrasons, avec des tiges rigides, mais maintenant qu'on travaille soit avec du laser, soit avec du lithoclaste, avec de la fragmentation balistique qui passe dans des tiges, dans des canaux opérateurs coudés, on n'a pas intérêt à avoir une optique décalée. En tout cas, moi, je ne travaille pas, je n'aime pas les optiques décalées. Donc voilà l'urétéroscope avec lequel je travaille, qui est à lentille à bâtonnet, qui donne la vision que vous avez vue. Je travaille sur une table radiologique avec un plateau transparent, avec un arceau. On peut éventuellement avoir 2 colonnes si on fait du double abord, ce qu'on fait de temps en temps avec Christophe Almeras, que vous avez eu il y a, je crois, une quinzaine de jours. La table, maintenant, je prends que des grandes tables avec, comme vous l'avez vu, une optique de 70, mon urétéroscope, une sonde urétérale. Je prends toujours maintenant du Terumo stiff, c'est-à-dire plus rigide que le Terumo classique. J'ai 3 cupules avec de l'huile que je trouve meilleure que l'axillogel pour l'urétéroscopie, hein, pour le reste. Je prends de l'eau et je fais de contraste. Voilà, j'ai une table assez simple avec une seringue et des embouts. Donc l'installation du décubitus dorsal. Du côté de l'urétéroscopie, on laisse la cuisse homolatérale dans le plan du corps et du côté controlatéral, on met la cuisse en flexion de façon à pouvoir passer sous cette cuisse, éventuellement avoir une possibilité de mouvement. On désinfecte, on met des champs. Je me sers souvent de petits flushs ou de pyélographie, donc je peux brancher une seringue sur le côté de mon urétéroscope. J'ai la chance d'utiliser des pompes à caisson puisque je fais du souple, mais si on n'en a pas, ce n'est pas dramatique avec le rigide. Autant c'est essentiel pour le souple, puisqu'on va travailler avec des pressions qui sont à 150, 160 maximum. Et il faut savoir que quand on est dans le rein et dans le haut uretère, moins on travaille les pressions élevées, mieux c'est. Pourquoi? Parce que les pressions élevées, ça augmente le risque d'urino, enfin d'extravasation, ça augmente le risque infectieux. Donc, il faut toujours essayer de travailler avec les pressions les plus faibles possibles. Donc, bon, c'est vrai qu'on y voit mieux plus il y a la pression, mais ce n'est pas idéal. Les pores de flush, c'est pas mal pour faire des petits flushs. Et là aussi, attention, pas trop d'hyperpression. Donc, on regarde toujours dans la vessie, on vérifie sa vessie, on introduit, on peut faire des dilatations, mais moi, j'en fais plus de dilatation avant. Si c'est difficile, maintenant, je ne peux plus m'embêter, je mets une double J. Soit je passe, je préviens les gens, je dis, si je passe du premier coup, je monte jusqu'au calcul. Si je ne peux pas passer, je vous mettrai une double J et je reviendrai plus tard. Je crois qu'il ne faut pas être agressif, le moins possible être agressif pour l'urtère. Dès qu'on a un souci, double J et on revient plus tard. Voilà, donc un calcul lombaire, par exemple. Alors, bien celui-là, il serait accessible au souple, mais on peut remonter si on a un petit peu l'habitude. Moi, j'ai fait des tas d'urétéroscopies lombaires. Si l'urtère est préparé ou s'il est un petit peu large, s'il y a déjà eu des urétéroscopies préalables, on peut tout à fait remonter en lombaire. Même à un moment, j'avais fait une présentation avec des calculs piéliques cassés par l'urétéroscopie, traités par l'urétéroscopie rigide. Maintenant, ce n'est plus d'actualité puisqu'on fait du souple, mais on pourrait y arriver. La dilatation à ballonnet, pour nous, c'est trop cher. Enfin, même pour nous, c'est trop cher. Donc, je n'utilise pas les ballonnets. Introduction. Alors, ça, c'est la technique du chausse-pied, dont je ne reviendrai pas, mais c'est soulever le toit muqueux de façon à passer au-dessous. Et il faut savoir utiliser ces mouvements de rotation de l'urétéroscope autour du guide. Pourquoi? Parce que le canal opérateur étant décentré, en faisant ces mouvements de rotation, vous repoussez d'un côté ou de l'autre la muqueuse urétérale. Donc c'est oui, pardon. Question? Non, continuez. Je continue. Voilà, donc toujours la main, si on est droitier, moi je mets ma main droite pour tenir mon urétéroscope et je me sers de ma main gauche pour diriger l'extrémité, c'est-à-dire appuyer éventuellement, diriger un peu à droite, un peu à gauche. Je crois que cette main, qui n'est pas la main principale, va permettre de diriger l'extrémité de son urétéroscope. Si on doit faire bien sûr un mouvement de rotation, lumière froide pour faire ce mouvement de rotation pendant quelques secondes, mais après on revient avec la main pour guider son extrémité. Alors il y a des cas particuliers, l'adénome, il faut faire très attention parce qu'il n'y a rien de pire que rien y voir parce que ça saigne, donc il faut rentrer très prudemment dans la vessie. Il y a souvent des varices au niveau du col sur ces adénomes. Attention avec l'albaran, ne pas blesser ces varices parce que dès que ça saigne, ça devient un peu merdique. Sinon, moi, un adénome ne m'a jamais empêché de faire une urétéroscopie, même un gros lobe médian. Il faut rentrer dans l'axe de l'urètre dans la vessie, appuyer ensuite sur l'adénome de façon à chercher derrière le lobe médian l'orifice urétéral, mais tout ça, rentrer d'abord dans la vessie, appuyer sur le lobe médian et aller chercher son méa et ne pas brosser, ne pas gratter
sur le col, sinon on fait saigner. Le prolapsus, ben là on met 2 doigts dans le vagin pour faire remonter les méas. Et attention, je vous ai montré la désinsertion muqueuse. Quand elle est petite et qu'on a l'habitude, on peut éventuellement forcer un petit peu en se servant de l'urétéroscope des mouvements de rotation. Si elle est plus complète et si on n'a pas l'habitude, on laisse le guide, surtout on ne perd pas le trajet et puis on monte une double J. La progression, elle se fait toujours sur guide. Moi, je prends toujours maintenant, après avoir utilisé les guides téflonnés pendant des années, maintenant je prends le Terumo stiff qu'on utilise à la fois pour le souple et pour le rigide. C'est-à-dire un stiff, c'est plus rigide qu'un classique. Et on monte sur le stiff. Et en montant comme ça sur le guide, ça permet, un petit peu comme si vous étiez dans un tunnel et que vous avez une corde au milieu du tunnel. Tant que vous avez la corde entre vos jambes et que vous la tenez à la main, vous ne pouvez pas vous cogner aux parois. Hein? Et bien là, c'est pareil. Tant que vous suivez le guide qui est remonté, c'est très bien pour remonter en progression, mais si vous devez travailler, bien sûr, il va falloir laisser un guide en dehors. Donc, je laisse le guide et je remonte à côté du guide, éventuellement en mettant un deuxième guide pour remonter si c'est difficile. Donc, il ne faut pas hésiter, comme disait le docteur Eladj, à mettre un deuxième guide si c'est nécessaire. Hein. Et quand on a des difficultés pour remonter, il faut se servir de ces manœuvres en poussant le guide, en retirant l'urétéroscope ou en poussant l'urétéroscope, on retire le guide parce que ces manœuvres de cisaillement un petit peu évitent de créer des coudes. C'est-à-dire que l'urétéroscope, il faut imaginer qu'il a chaussé votre base urtère un peu comme on chausserait un bas un peu serré. Donc, quand vous allez retirer votre urétéroscope, vous alignez un petit peu, vous entraînez l'urtère avec vous. Du coup, vous alignez un petit peu la lumière urétérale. De même, quand vous remontez votre urétéroscope, vous retirez un petit peu le guide de façon à éviter un mouvement de cisaillement. Si vous avez des coudes et des siphons, ça peut être compliqué. On peut utiliser des guides qui sont coudés ou même des sondes urétérales qui sont coudées, se servir de cet effet torque en faisant une rotation sur le guide, en mettant éventuellement un joint torique sur le guide de façon à le bloquer et à se servir du joint torique pour tourner cette petite coudure de l'extrémité du guide. Attention au passage sous-muqueux. Quand une double J ou une sonde ne monte pas alors que votre guide paraît bien dans le bassinet, c'est souvent qu'il y a un passage sous-muqueux. Et ça peut donner ça. Vous avez un guide qui se coude bien dans le calice supérieur, mais qui est passé pendant 1 centimètre en sous-muqueux. Attention aussi, si vous avez enlevé une double J, vous pouvez laisser des calcifications autour de la double J. Et le guide peut très bien passer à l'intérieur de la calcification. Et vous avez là aussi une difficulté pour monter une sonde par la suite parce que cette calcification bloque la montée de la sonde. Si vous avez des coudes comme ça, en retirant votre urétéroscope, vous allez aligner les coudes de façon à remonter. Attention, comme je vous l'ai dit, les siphons, c'est souvent la progression de l'urétéroscope qui facilite le siphon, surtout si le calcul est bloqué depuis longtemps. Il a entraîné une réaction inflammatoire autour de lui, donc il bloque un petit peu l'urtère. Ne pas hésiter. C'est une vieille diapo, là, on ne mettait pas de masque à l'époque, elle doit avoir 30 ans cette diapo, mais je l'aime bien, je la garde. On peut faire bouger également le rein, tout ça en évitant bien sûr de faire de la scopie sur les mains de l'aide qui vous fait bouger le rein, puisque le rein est mobile. Quand vous avez un siphon, vous pouvez faire des mouvements comme ça, notamment quand vous avez, l'autre jour, j'avais un urtère rétrocave avec un double siphon. Et ben, j'ai fait appuyer comme ça sur le rein de façon à effacer ces siphons. Alors avec 2 guides stiff, j'ai pu arriver à mettre une double J. On peut se servir, comme on l'a dit, de 2 guides, un pour progresser, un autre pour aligner, éventuellement même les 2 pour aligner si on a des gros siphons. Là, c'est un cas qui arrive chez nous, les types très musclés, les rugbyman jeunes et musclés, hyperalgiques, un petit calcul lombaire, vous le voyez ici, ce petit calcul, il est là sur la transverse, on ne va pas arriver à le traiter en lithotricie, donc on lui dit, il a très mal, ce calcul ne bouge pas, il faut lui faire quelque chose. On lui dit, on va faire un flush, mais on ne peut pas flusher. On ne peut pas flusher, on essaie de flusher, ça ne flush pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le méa est trop petit, on ne monte pas non plus. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on propose? On va monter une sonde qu'on va laisser sous le calcul. On la laisse sous le calcul, on la fixe avec un fil à la sonde de Foley. D'ailleurs, ce drainage, je l'utilise très souvent. Dès que je fais une urétéroscopie l'après-midi, ça je vous le conseille, une urétéroscopie qui se passe bien. Vous ne voulez pas mettre de double J, mais
un après-midi. C'est un type un peu qui a plus des. Vous lui mettez une petite sonde urétérale, il va passer une bonne nuit, vous lui faites enlever les sondes le lendemain matin, il est content, il a passé une bonne nuit, on ne vous a pas dérangé. Donc, c'est un drainage, moi, que j'utilise beaucoup chez les hommes quand je fais de l'urétéroscopie l'après-midi. Voilà. Et dans ces cas-là, vous laissez la sonde sous le calcul et vous revenez 24-48 heures après. Et la situation s'est nettement améliorée. D'une part, soit vous pouvez faire le flush parce que ça a dilaté l'urétère au-dessus de la sonde, soit vous pouvez même revenir en urétéroscopie alors que ce n'était pas possible. Pour le traitement du calcul, on va aller vite. Bien sûr, il faut éviter de traiter le calcul dans des zones avec beaucoup d'œdème. Pourquoi? Parce que ça va saigner. Il vaut mieux remonter un petit peu le calcul et aller le traiter au-dessus, dans un urétère qui est sain et dilaté, plutôt qu'au milieu de ces franges pseudo-tumorales, inflammatoires qui vont saigner. Qu'est-ce qu'on utilise maintenant? Souvent le laser, de l'holmium avec laser, mais avec plusieurs types de fibres. Si vous pensez que vous risquez de flusher le calcul au cours de votre urétéroscopie rigide, et éventuellement d'être obligé, si vous avez la chance d'avoir un urétéroscope souple, de poursuivre le calcul dans le rein, je prends plutôt du 200 microns. Si vous êtes sur un calcul pelvien qui ne va pas bouger, on prend du 600 microns, une grosse fibre, ça marche mieux. Mais on peut tout à fait utiliser, et je l'utilise toujours, la fragmentation balistique. J'ai été un des premiers à publier sur la fragmentation balistique et je lui reste fidèle. C'est un moyen pas cher qui marche très bien, notamment sur les calculs durs, sur les calculs pelviens d'oxalate de calcium monohydraté. Après les avoir bloqués dans une dormia, on revient dans la dormia, on va casser les morceaux. Même il y a moins de risques vis-à-vis de la paroi urétérale qu'avec le laser. Plusieurs types de calculs, là, j'y reviens pas. Je crois qu'il vaut mieux enlever les fragments. Moi, j'utilise toujours les dormias métalliques pour l'urétère. Autant le nitinol, je l'utilise pour le rein, pour l'urétère, des paniers métalliques. Il faut avoir une petite pince au cas où on ait des fragments qui se soient fichés dans la paroi urétérale, ou au cas où on ait une double J qui soit remontée, ou au cas où on ait un bris de matériel, un petit bout de fibre laser à retirer. Donc, il faut quand même des petites pinces à corps étranger, en plus des pinces à biopsie. Le retrait, alors ça, c'est essentiel. Plus on a des difficultés à monter, plus on a forcé, ce qu'il ne faut pas faire. Mais si par hasard on a été obligé de forcer un petit peu pour monter, eh ben, il faut retirer l'urétéroscope le plus lentement et progressivement possible. Éventuellement, ça peut prendre 5 minutes. On attend que l'urétère se déchausse, un petit peu comme un bas trop serré, une chaussette trop serrée. Et il faut petit à petit que les mouvements respiratoires vous décollent la muqueuse urétérale. Et voilà, non, c'est bon, c'est bon. Donc, savoir se retirer doucement, parce que tous les problèmes de stripping, de blessure urétérale, c'est souvent quand on est trop rapide et trop violent. Faire une pyélographie au moment du retrait pour s'assurer, voir s'il n'y a pas de fausse route, s'il n'y a pas d'extravasation du produit. Ce n'est pas dramatique du tout si on a fait une fausse route, si on a fait une extravasation. Ça n'est pas dramatique si on le sait. C'est-à-dire si on l'a su, on a drainé suffisamment longtemps. Et s'il y a un trou, eh bien on met une double J et on met en plus une folée pendant 48 heures pour éviter le reflux sur la double J qui entraînerait la persistance du reflux de l'urine. Voilà, le sondage, comme je vous ai dit, dès que c'est difficile, dès qu'on a dilaté de façon un peu agressive, dès qu'il y a un trou, dès qu'on a laissé des morceaux. À la limite, dès qu'on se demande s'il faut mettre une double J, ça veut dire qu'il faut la mettre. On ne regrette jamais d'avoir mis une double J. On regrette éventuellement de ne pas l'avoir mise. Après, il faut gérer les inconforts de la double J, mais ça, c'est assez facile. Moi, maintenant, j'en ai mis des centaines ou des milliers. Il faut expliquer aux gens, leur dire qu'il y a un reflux, que ça leur fera un petit peu mal, mais que c'est bénéfique et que si ça fait très mal, on va les garder et les perfuser. Et en général, ils ne veulent pas rester, ils ont moins mal. Éventuellement, on les garde 24 heures. Voilà, mais il y a toute une gestion psychologique de la double J. Il fallait la mettre. Je n'ai pas pu faire autrement. Et je ne vous l'enlèverai pas avant 8 jours parce que sinon on aura des complications. Et là, il accepte la double J ou ce drainage. Voilà, attention, ne jamais partir avec des objectifs en urétéroscopie rigide, avec des objectifs trop ambitieux. Moi, je dis toujours aux gens, on va d'abord vous débloquer l'urétère, sauf si c'est une urétéroscopie diagnostique et qu'on veut aller faire un prélèvement, mais sinon, c'est un calcul. Je dis, on va vous débloquer l'urétère. Si possible, je casserai le calcul. Si possible, j'enlèverai des débris. Parce que c'est souvent, comme en montagne, comme en mer, comme quand on veut faire trop, quand on sait trop avancer sur le résultat, qu'on a des problèmes. Donc d'abord, ne pas s'avancer trop. Les complications, je vais passer très vite sur les complications pour qu'on ait le temps des questions, mais je vais revenir quand même sur cette question que vous m'avez posée tout à l'heure, le calcul qui est au MEA, un MEA inflammatoire. Qu'est-ce qui se passe? Le gros risque, c'est
soit en voulant monter la sonde ou le guide, c'est de faire la fausse route. La fausse route, elle est toujours en dedans et au-dessous du trajet. C'est-à-dire qu'il va falloir toujours chercher le trajet urétéral en dehors et au-dessus de la fausse route. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur une fois qu'on a fait une fausse route ou quand on n'arrive pas à monter. Moi, je rentre dans la fausse route avec le nez de mon urétéroscope et avec mon guide que je pique dans la fausse route. Et là, le guide hydrophile est pas mal parce qu'il glisse un peu moins que le guide, pas hydrophile, le guide, le vert, là, téflonné. Le téflonné n'est pas mal parce qu'il glisse un petit peu moins que l'hydrophile. Donc, on se pique dans la fausse route. Et là, on demande à l'aide d'augmenter la pression, soit d'augmenter la pression avec la pompe, soit de presser sur la poche d'eau pour augmenter un petit peu la pression. Vous avez votre guide qui est piqué dans la fausse route, ce qui vous permet de ne pas sortir brutalement de l'orifice urétéral. Donc, vous allez voir tout d'un coup vers l'extérieur un voile blanc comme une sorte de drap facéillé. Et à ce moment-là, vous regardez sur l'extérieur et vous voyez toujours en dehors et vers le haut un orifice. Et à ce moment-là, vous sortez. C'est là où il faut être bien calé et où je pense que c'est important d'être assis avec des appuis. Des appuis, pas sur la jambe du malade, mais sur les appuis de la jambe du malade, mais être souvent au millimètre près. Donc, vous sortez votre guide et vous l'introduisez dans la lumière urétérale. Et la plupart du temps, ce guide va passer le long du calcul. Si tout ça a été difficile, il ne faut pas hésiter, on va monter une sonde et on reviendra plus tard. Si on se le sent bien, eh ben on suit ce guide, on repousse le calcul un petit peu, ou alors si on a réussi à dilater à ce moment-là le MEA, on laisse le guide, et on revient avec un deuxième guide pour aller casser le calcul. Mais la sécurité, c'est qu'une fois qu'on a récupéré le trajet, on met une double J et on revient quelques temps après. On a déjà réalisé ce qu'on avait voulu, c'est-à-dire désobstruer. Et deuxièmement, on viendra casser et retirer les fragments. Attention au bris de matériel, parce que j'ai vu des urétéroscopies secondaires où j'ai retiré des calculs avec des petits bouts de métal ou des petits bouts de fibre laser. Donc attention, il faut toujours bien voir ce qu'on fait. C'est là où la vision est très importante. Et dès que ça saigne, dès qu'on est mal, double J et on revient plus tard parce que ces bouts de quelque chose qu'on laisse, d'abord, c'est quand même une signature qui est désagréable si quelqu'un d'autre a le malade et puis c'est souvent une source de complications, de sténose. Donc il faut bien faire attention, bien y voir, toujours bien viser sur le calcul. Si on n'y voit pas, on revient plus tard, mais toujours quand on tire avec du laser, c'est un peu moins vrai avec la fragmentation balistique où on peut des fois tirer en y voyant un peu moins bien dans un coude parce qu'on sait qu'on n'a pas le même risque de perforation urétérale qu'avec le laser. Mais il faut toujours avoir une bonne vision. Dès que la vision n'est pas bonne, il vaut mieux revenir secondairement plutôt que prendre un risque de couper son guide ou de couper sa dormia, ce qui est parfois embêtant. L'extravasation, c'est aussi embêtant. Alors attention, comme vous le disiez, travaillez toujours avec des pressions les plus basses possibles. Voilà. Pour le stripping, j'y reviens pas, hein, ça peut être dramatique. C'est pour ça qu'il faut, quand ça résiste, retirer très prudemment votre urétéroscope, tout doucement, tout doucement, tout doucement, surtout si on l'a chaussé de façon un petit peu étroite. Et c'est là où, je répète, quand c'est difficile, il vaut mieux mettre une double J. Ça, c'est vraiment une obsession. Moi, j'ai plus envie de m'embêter dès que c'est difficile. Et pas qu'avant, j'avais envie de m'embêter, mais je crois que l'expérience fait qu'on n'a plus envie d'avoir des complications. On ne les vit pas mieux avec l'expérience, au contraire. Donc, dès que c'est compliqué, double J et je reviens plus tard. Vraiment, faites très attention aussi aux complications infectieuses parce elles peuvent être dramatiques et gravissimes. D'une part, il faut toujours les prévenir. Moi, je fais toujours une antibioprophylaxie et je laisse toujours une antibiothérapie lorsque je laisse une double J chez des gens à risque. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir des chocs septiques gravissimes, des infections bactériennes avec des chocs toxi-infectieux qui, s'ils sont partis, ne se récupèrent pas. Donc, dès qu'on voit que ça dérape, dès que vous avez quelqu'un qui fait un choc septique, ne pas hésiter à faire une double ou une triple antibiothérapie, confier le malade au réanimateur parce que ça peut des fois tourner très mal alors que c'est souvent un colibacille qui n'est même pas multirésistant. Donc, attention, moi c'est un peu une obsession, le choc septique gravissime et pas toujours chez des gens à risque particulier. Hein. Ne pas hésiter, si vous avez un calcul qui est bloqué depuis longtemps, un rein très dilaté, à demander, ou faire vous-même, mais à demander à vos confrères radiologues
de placer une néphrostomie pour dégager le rein, traiter par antibiothérapie et revenir secondairement une fois que la situation a été assainie. Bon, après, il y a les complications tardives qui sont les sténoses, il faut savoir les repérer, ça c'est autre chose. On peut revenir en urétéroscopie sur une sténose, c'est-à-dire aller faire une urétérotomie si on a la chance d'avoir un laser au laser, en laissant une grosse double J en place là, pendant 1 ou 2 mois. Sinon, il faut refaire une chirurgie, soit chirurgie ouverte, soit chirurgie sonioscopique pour réséquer la sténose si elle est assez haute, voire même faire une réimplantation si c'est une sténose sur les derniers centimètres de l'urtère pelvien. Voilà, surtout, donc, ne pas cumuler les difficultés. Il faut savoir que les difficultés en urétéroscopie, comme souvent, elles ne s'additionnent pas, mais elles se multiplient. Si vous avez un urtère étroit, si vous avez un calcul qui est haut, si vous avez un calcul qui est gros, qui en plus paraît dur, attention, là, vous multipliez les difficultés. Il faut savoir s'arrêter, préparer un urtère et revenir plus tard. Il faut toujours expliquer les situations. C'est pour ça que moi, je fais pour chaque malade, et je vous conseille de le faire, un petit dessin. Comme ça, ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas compris. S'ils disent après, je ne savais pas que j'avais une double, comme vous puissiez me mettre 6, je vous ai dit que vous auriez peut-être une double J. Regardez, c'est marqué sur le schéma. Ah bon, oui, c'est vrai. Bon, c'est très important. Ne pas hésiter dès que vous ne remontez pas, faire un flush. Et si le flush ne se passe pas bien, vous mettez une double J et vous revenez plus tard. Et si vraiment on ne peut pas flusher, on ne peut pas mettre une double J, il y a le petit truc que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Il y en a un quart d'heure pour les questions, si vous le voulez bien. Vous m'entendez toujours? Tu veux arrêter le partage? Arrêtez-le. Voilà. Oui, avant de d'arrêter votre présentation, je voulais poser une question. Effectivement, j'ai vécu il y a une quinzaine de jours, et vous faites bien de dire qu'il faut vérifier le matériel. J'ai fait une urétéroscopie pour un calcul d'urtère lombaire, et j'utilise le laser, et j'ai blessé du moins mon guide. Et j'ai vu que mon guide était effiloché. Oui. En le retirant à la fin, j'ai vérifié si le guide était complet. Effectivement, j'avais cassé le guide et un fragment est resté dans l'urtère et dans le rein. Et donc, je suis allé remonter avec ma pince, j'ai retiré. Donc, il faut toujours vérifier à la fin, est-ce que le matériel est complet, est-ce qu'il n'y a pas eu de fragment qu'on a laissé. Oui, j'ai eu d'ailleurs aussi des calculs, notamment que j'avais déjà traité auparavant, donc qui était de ma faute, un calcul piélique que j'ai cassé. Et en finissant de casser ce calcul, j'ai retrouvé un petit bout de fibre laser à l'intérieur, au milieu du calcul piélique. Donc, j'avais laissé, lors de ma précédente, 5 ans ou 6 ans avant, ma précédente chéoscopie pour calcul, j'avais laissé un petit bout de fibre. Donc maintenant, je suis très méfiant, notamment quand on pousse la fibre laser dans un urétéroscope rigide ou souple, de bien vérifier l'extrémité, parce que si on ne voit pas bien, on peut très bien la piquer, elle se casse. Et puis Alors, une question, le choix de la fragmentation par un balistique ou laser, normalement, on a l'urétéroscope semi-rigide et le souple aussi. Mais le problème, il y a certaines personnes qui n'ont pas le souple. Et le risque, c'est qu'en cassant le calcul, il soit flushé et qu'on n'arrive pas à aller le suivre. Donc, est-ce qu'il faut, dans ce cas-là, favoriser une fragmentation par laser avec, comme le dusting, là, pour fragmenter et éviter le flush? Oui. Ma conduite à te dire, c'est que le flush ne doit pas être un blocage. Il ne faut pas faire de blocage sur le flush. Il faut faire un blocage sur les complications graves, c'est-à-dire sur les sténoses, sur les perforations mal gérées. Mais le flush, ce n'est pas une complication. Pour moi, le flush, c'est un déplacement du calcul, mais il ne faut pas s'en obséder. C'est-à-dire qu'on a pratiquement tous, même je pense vous aussi, des lithotripteurs pas loin, même si ce n'est pas chez vous. Et il faut savoir expliquer aux patients que le calcul, on l'a remonté, c'était mieux qu'abîmer l'urtère et qu'il faudrait compléter, si le fragment est un peu gros, par une lithotricie. Ce n'est pas dramatique. Ce qui est dramatique, c'est d'abîmer l'urtère. Voilà. Donc le flush,
même si on fait du lithoclaste et qu'il y a des morceaux qui remontent, si c'est des petits morceaux, ben on peut faire la posturothérapie, hein, c'est-à-dire faire de la kiné. Nous, on a des kinés qui mettent les gens la tête en bas avec des petits percuteurs pour faire bouger les fragments de calcul. Et si c'est un gros morceau, soit on a la chance d'avoir un souple et on remonte ensuite en souple pour chercher ces morceaux, soit on n'a pas de souple et on fait nitho ou on confie le calcul, le patient à quelqu'un qui a nitho. Et vraiment, moi, le flush ne m'obsède pas. Alors, une petite question rapide. Est-ce que la durée minimum de la JJ de préparation? Une semaine. Une semaine. Et alors, puisque vous dites durée minimum, je crois qu'une urétéroscopie, il ne faut pas que ça dure trop. Plus on fait durer une urétéroscopie, plus on prend des risques infectieux. Donc, pour moi, une urétéroscopie, ça ne devrait pas durer plus d'une heure et quart. Alors, le souffle, c'est un petit peu plus long souvent. Mais une urétéroscopie rigide, parce que l'urétéroscopie rigide, on n'a pas la gaine d'accès, donc on n'a pas cette sécurité sur la pression qu'on a grâce à la gaine d'accès. La gaine d'accès donne un peu une sécurité comme l'emplatz, puisqu'on n'est jamais en hyperpression tout à fait. Tandis qu'en urétéroscopie rigide, on est en hyperpression avec le risque infectieux qui est plus grand. Donc, bien sûr, là, une antibioprophylaxie, hein, on fait une céphalosporine pour chaque malade, mais il ne faut pas que ça dure plus d'une heure. Dès que c'est long, on met une double J, et là aussi, ce n'est pas dramatique de dire aux gens c'était difficile, il faut leur expliquer, vous aviez un petit curtaire, vous aviez un calcul très dur, j'ai joué la sécurité, je vous ai mis une double J, et vous reviendrez dans 3 semaines, et on finira ce qu'on a commencé. Voilà, c'est bien mieux que d'expliquer aux gens qu'on a fait un trou et qu'on a fait un stripping et que, voilà, que ça se passe mal ou de les récupérer avec un choc septique. Les objectifs, c'est libérer la voie excrétrice, si possible casser, si possible retirer les débris et surtout éviter les complications parce que les complications, elles nous empoisonnent la vie. Et en plus, les gens aujourd'hui, et je pense que ça devient un peu chez vous la même chose que c'est nous, ils pensent que les calculs, c'est magique. Ils ont vu partout à la radio qu'il y avait des lasers, qu'il y avait des machines qui exposaient les calculs. Donc, ils vous autorisent moins la faute, entre guillemets, en tout cas la complication, que pour une pathologie cancéreuse. Donc, il faut vraiment jouer la sécurité avec les calculs aujourd'hui, sinon on est embêté par les patients. Ils ont peut-être raison aussi de nous embêter dans ces cas-là. Alors, docteur Gauthier, vous allez nous permettre, si vous permettez, c'est la lèche. On va donner la parole à docteur Azizi pour présenter le résultat du questionnaire qu'on a envoyé aux urologues. Donc, c'est Azizi, si vous pouvez prendre la parole. Demande au docteur Gauthier d'arrêter le partage de l'écran. Alors, il est en train d'arrêter le partage de l'écran. Voilà. Voilà, c'est bon. Mais là… Oui, c'est bon. Alors, je vais donner l'autorisation à Dr Azizi pour qu'il partage son écran. Il n'a pas le son. Ah, j'ai l'impression. Il fait… Azizi? Il fait des mouvements comme quoi il ne peut pas parler. Non, il n'a pas le son. On voit que son micro est coupé. Je ne sais pas pourquoi. Ah. Voilà. Vas-y. Je pense qu'il n'a toujours pas le son, apparemment. Hein. Il n'a toujours pas le son. Ce que je peux faire, si vous voulez, c'est répondre moi en même temps que je vois ces diapos pour vous dire qu'est-ce que je fais moi, si vous voulez. Sim Charqi, est-ce qu'on peut rétablir le son de Dr Azizi? Ben, il a, donc c'est à lui de le faire. C'est à lui de le faire. Non, il n'y arrive pas. Il n'y a pas. Je pense que c'est une sécurité, hein, moi, la fluoroscopie. Hein. On peut tout faire, on peut le faire. Commence par le début, Dr Azizi. Voilà. Mais il n'a toujours pas le son. Il n'a toujours pas le son. Bon, donc vous êtes une majorité de il faudrait lui… libéraux. Il a l'autorisation, il a l'autorisation. Vas-y.
fournir mon son. Oui, Est-ce que c'est vous bon. m'entendez là? C'est bon, c'est bon. Allez. Très bien. Parfait. Je vais vous transmettre les résultats du sondage qui a été fait. Premièrement, la plupart des urologues qui ont répondu sont en secteur libéral, comme vous voyez ici, donc à presque 60%. Alors, première question, c'est est-ce qu'ils disposent d'une urétéroscopie? Vous voyez bien qu'il y a une majorité écrasante qui dispose d'un urétéroscope, 97%. La majorité dispose d'un urétéroscope semi-rigide, 72%. Et en moyenne, annuellement, la majorité réalise moins de 50 urétéroscopies. Alors, la cinquième question, c'était avant de réaliser une urétéroscopie, est-ce que de quels examens on dispose systématiquement? Alors, la plupart ont répondu uroscanner avec cliché tardif, avec 30% qui répondent scanner basse dose. Voilà. Et Je peux faire une... Docteur Azizi, est-ce qu'on peut demander à M. Gauthier quel est votre point de vue? Est-ce qu'il faut faire un uroscan C+ ou C-? Je ne voulais pas allonger la présentation, mais j'avais plusieurs diapos justement sur des urétéroscopies qui étaient devenues difficiles parce que je n'avais pas d'urographie préopératoire et je m'étais basé sur l'ASP et l'échographie simplement. Et je suis tombé sur des duplicités ou des bifidités qui n'avaient pas été prévues et qui ont été piégeuses. Donc, je pense que c'est quand même toujours mieux, si on en a les moyens, d'avoir un examen, surtout si c'est la première fois qu'on voit le malade. Si c'est un deuxième ou un troisième calcul, qu'on sait qu'on est déjà passé dans son uretère, c'est pas pareil. Mais sinon, si c'est un premier malade, c'est quand même toujours mieux d'avoir une exploration iodée qui permet de voir comment est la voie excrétrice avant de s'engager vers une urétéroscopie. Continuez, c'est Azizi. Guide de sécurité systématique, pour 78%, c'est oui. Quel guide utilisez-vous le plus fréquemment? Alors, pour la majorité, c'est un guide hydrophile souple. Eh bien, mettez positif, vous ne pourrez plus vous en passer. Le risque, c'est que le souple, il peut descendre, il peut tomber. Voilà, il n'est pas fiable. Il descend aussi vite qu'il est monté. Ouais. Monsieur Gauthier, est-ce que je peux vous demander votre expérience, si vous en avez, avec les guides Roadrunner? Est-ce que vous pensez qu'ils sont équivalents au STIF? Oui, je pense qu'ils sont bien. Moi, c'est une question de voilà, moi, j'en ai utilisé quelques-uns comme ça parce qu'on m'a demandé de les utiliser. Et puis, ma pharmacienne, si vous voulez, les pharmacies aujourd'hui, elles ne veulent pas avoir matériel. Donc, on me file du pas bon et je demande de changer. Mais je crois que c'est un bon guide de Roadrunner. Merci. Il faut avoir un guide assez rigide quand même, pas trop souple parce que comme on le disait, les souples, ils descendent très facilement. Ils ont un effet ressort qui est très désagréable, qui est bien parce qu'ils passent facilement dans les siphons, mais ils ne restent pas en place. Alors, 9e question, préparez-vous l'urétère avant urétéroscopie? 77% ont répondu en cas de nécessité. Et pour 8%, c'est jamais. Pour 13%, c'est toujours. Voilà. Bon, comme toujours, il ne faut jamais dire jamais. Il faut surtout prévenir les gens que si c'est facile, ben, on arrivera jusqu'au calcul et on fera la procédure comme on veut le faire. Si c'est difficile, il faut leur dire bah, écoutez, ce n'est pas dramatique, je vous mettrai une double J et je reviendrai après. Ce qui est important, c'est d'avoir prévenu les gens, je crois. Non, la question, est-ce que quand on a une urétérohydronéphrose importante avec un patient symptomatique, faut-il mettre une double J et revenir après pour une urétéroscopie ou programmer assez rapidement une urétéroscopie sans avoir mis préalablement une double J? Alors là aussi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent. Il y a l'expérience. Si vous savez que vous pouvez aller vite parce que vous avez une bonne expérience de l'urétéroscopie, vous pouvez tenter l'urétéroscopie première. Si vous êtes à vos débuts, il ne faut pas prendre de risques et il vaut mieux drainer, un rein dilaté, faire une antibiothérapie et revenir après. Ce qui est sûr, c'est que quand on a un rein dilaté, il ne faut pas que ça dure longtemps. Surtout si quand vous mobilisez le calcul, vous voyez des urines dégueulasses arriver, ben, il faut faire une uroculture, drainer et puis arrêter.
Donc, Azizi. pour la préparation de l'urétère avant urétéroscopie, c'est en cas de nécessité. Ah oui, ça c'était la C'est la question diapo qu'on qu'on vient de regarder. déjà regardée. Alors, dilatez-vous le maillet urétéral lors d'une urétéroscopie. Pour 58%, c'est en cas de nécessité. Jamais pour 25% et toujours pour 16%. Oui, alors, juste une remarque sur ça. Je crois qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, sauf si c'est un urétère dans lequel on a déjà été et qu'on sait qu'il y a déjà eu des doubles J. Voilà. Mais on ne peut pas toujours savoir si on va être obligé de dilater. Moi, ce qu'on peut faire pendant la cystoscopie, c'est déjà introduire sur le guide sa sonde 7-14 et voir comment elle passe. Si on voit qu'elle passe bien, que ça ne frotte pas, ben à ce moment-là, on peut essayer de passer son urétéroscope sur guide. Si on voit que c'est très étroit et si on ne veut pas s'embêter, à ce moment-là, on prépare. Alors, est-ce que la fluoroscopie est systématique là, par contre, la différence n'est pas flagrante. Pour 55%, c'est oui, et pour 44%, c'est non. Alors, là, je crois que c'est quand même une sécurité de savoir où on est et de savoir si on n'a pas fait de trous, si on n'a pas abîmé, s'il n'y a pas de fausse route, mais qu'il faut être le plus économe possible avec la fluoroscopie. C'est-à-dire qu'il faut faire des petits coups de pédale et vraiment pas. Voilà, il faut être très économe pour soi-même et pour le patient. Mais on peut faire sans fluoroscopie, mais c'est quand même un petit peu moins bien. Hein. C'est une sécurité de partir en sachant être sûr, même ne serait-ce que si on veut mettre une double J, être sûr de la bonne position de sa double J, c'est quand même important. Alors, pour quelles raisons utilisez-vous systématiquement la fluoroscopie pour les personnes qui ont répondu oui? Alors, c'est pour se sentir en sécurité pour 50% et pour 38%, enfin, ils n'utilisent pas systématiquement. Pour 8%, c'est parce qu'ils réalisent systématiquement une opacification. Oui, moi je crois que c'est pas mal de réaliser systématiquement une opacification et moi je fais un cliché que je mets dans le dossier ensuite. Bon, alors effectivement, sur le plan médico-légal, si on cote une opacification, ben, il faut avoir la preuve qu'on l'a faite. Donc c'est pour ça, mais je crois que c'est quand même une sécurité. Voilà, sécurité. C'est pas obligatoire, on peut. Hein, je sais qu'il y a des urologues qui font de l'urétéroscopie. Oui, Il y a Pierre Connor qui a publié. Puis, ouais, sans radio. voilà, sans radio, et parce qu'il a une grande habitude. Voilà, on peut tout faire. Hein, on peut faire un œil fermé sur un pied, mais c'est moins bien. Et docteur Gauthier, si vous avez par exemple un petit calcul unique de l'urétère pelvien que vous allez faire rapidement, est-ce que vous opacifiez quand même? C'est des cas où justement ça peut se discuter. C'est-à-dire que si on a un petit calcul pelvien, que ça se passe bien, qu'on met un coup d'ornière et qu'on retire le calcul d'emblée parce qu'il était petit, parce qu'on a dilaté facilement, là, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller ficher un coup d'ampli avec un coup de pied-d'eau? Ça se discute. On peut le faire pour faire un cliché, pour justifier qu'on l'a fait, mais je reconnais que ce n'est pas obligatoire. D'accord. Docteur Azizi, s'il te plaît, continue l'analyse parce qu'on est dans les temps. Ok. L'opacification rétrograde est-elle systématique dans votre pratique? Donc, c'est de ça qu'on parlait. C'est 80% non. Alors, dans quelle situation la scopie avec ou sans opacification vous paraît-elle indispensable? Alors, pour les 48%, c'est en cas d'anomalie de la voie excrétrice. Et pour 34%, c'est en cas de suspicion de perforation ou de plaie de la voie excrétrice. Là, je crois que toutes ces causes, effectivement, nécessitent une opacification. Hein, s'il y a une anomalie, il faut effectivement bien la voir, surtout les duplicités, comme on le disait, ou les bifidités. Pour pas, enfin, comme je vous dis, si on va dans le mauvais urétère et qu'on croit qu'on a flushé, et ça m'est arrivé, qu'on croit qu'on a fléché le calcul et qu'on a mis la sonde double J dans le piélon inférieur alors que le calcul était bloqué dans le piélon supérieur. Voilà, c'est quand même bien d'avoir une imagerie. Les calculs diverticulaires, là aussi, il faut opacifier le diverticule, mettre du bleu. Tout ça, il faut savoir où on va. Et quand même, l'opacification, c'est comme quand vous avez un plan pour aller dans une randonnée en montagne un peu difficile. C'est quand même mieux d'avoir un plan ou d'avoir un géolocalisateur que rien du tout. Et quand on a une plaie, c'est important de savoir s'il y a une grosse extravasation ou une toute petite, parce que ça guidera sur la durée de mise en place de la sonde double J. Alors, en fin d'intervention, plusieurs réponses possibles.
Alors, les énoncés, je vais les citer en fonction de la fréquence de réponse. Alors, pour 55%, ils vérifient systématiquement l'urtère par vision directe. Pour 33%, ils réalisent une scopie pour vérifier la position de son double J. Pour 8%, ils réalisent systématiquement une scopie pour vérifier la présence de fragments. Et alors, personne n'a répondu. Je réalise systématiquement une piélographie pour vérifier l'intégrité je pense que c'est la même chose, non? L'intégrité des voies excrétrices. Ouais. Oui, en sachant qu'on peut donner plusieurs réponses aussi, je pense. On peut vérifier qu'il n'y ait pas de trou, on peut vérifier que sa double J soit bien en place, on peut vérifier, enfin tout ça. Mais c'est vrai que c'est bien aussi quand on recule d'une urétéroscopie de vérifier son urtère, surtout, alors je dirais presque surtout en souple si on a mis une gaine d'accès, parce que les gaines d'accès, là on sort un peu du sujet, mais c'est très piégeux parce qu'on peut la monter semble-t-il facilement et on a des fois des lésions urétérales qu'on n'avait pas imaginées. Parce que l'urtère n'est pas, ça c'est un truc à savoir, tous les urtères n'ont pas la même résistance. Il y a des urtères qui sont solides, c'est comme les parois, c'est comme les muscles, enfin, voilà. Il y a des urtères qui sont tout mous, presque avec le guide vous passez à travers, et puis d'autres qui sont bien élastiques, bien solides. Voilà, ça il faut savoir ça, notamment il faut se méfier des urtères des gens âgés, des urtères des diabétiques et des urtères infectés. Ceux-là, ils sont beaucoup plus fragiles que les autres. Et attention de pas, si on casse un calcul sur ces urtères-là, de ne pas faire de fausses routes trop importantes, parce que c'est dans ces cas-là qu'en retirant un urétéroscope qui a été chaussé un petit peu de façon hard, qu'on risque d'entraîner l'urtère qui va se désolidariser de sa portion supérieure et de faire un sépi. 16e question, si je dois réaliser une urétéroscopie chez une femme enceinte, alors, il y avait plusieurs énoncés. La majorité a répondu « Je ne fais pas d'urétéroscopie chez une femme enceinte, je draine par une sonde JJ ». Et pour les 24% restants, ils ne pratiquent ni opacification ni scopie chez la femme enceinte. Je ne sais pas, docteur Gauthier, quelle est votre attitude? Souvent, la colique néphrétique chez la femme enceinte, c'est une colique néphrétique qui est liée à la compression utérine. Et comme on ne peut pas faire de scanner ni de radio, on ne sait pas trop quand on a une colique néphrétique chez une femme enceinte si c'est un calcul ou si c'est simplement l'utérus qui, au niveau du détroit intérieur, vient comprimer l'urtère. Donc, je crois que la sécurité, c'est mettre une double J. Sauf si à l'échographiste vous dit « Ah oui, il y a un gros calcul pelvien ». Donc là, d'une part, votre double J va être difficile à mettre, et d'autre part, pourquoi pas, dans ces cas-là, essayer de mettre un petit coup d'urétéroscope sans faire de scopie ou un minimum de scopie. Il ne faut pas exagérer. À un moment, vous avez des radios à toutes les femmes enceintes. Je crois qu'il ne faut pas un coup de pédale pour voir exactement où on est. Ce n'est pas dramatique. Donc moi, je dirais, si on ne sait pas où est l'obstacle, si elle a un rein dilaté en colique néphrétique, on met une double J. Si on a localiser l'obstacle et qu'on sait qu'il y a un calcul qui bloque, pourquoi pas remonter en urétéroscopie en sachant qu'il ne faut pas que ça dure trop, il faut que ce soit sous couvert d'une céphalosporine. Mais en général, l'urétéroscopie de la femme enceinte est plutôt facile. Enfin, moi, j'en ai fait plusieurs. Les urtères sont larges, comme tous les tissus. La grossesse a relâché un petit peu les tissus musculaires. Okay. 5 minutes de plus, ça vous va? Ok. Mentionnez-vous systématiquement la dose de rayon délivrée dans votre compte rendu opératoire. 97%, c'est non. C'est une obligation maintenant. On ne peut pas faire autrement, sinon on est contrôlé. Et la durée et la dose. Et le type d'appareil qu'on a utilisé. Je pense que ça viendra partout. Est-ce que vous portez un dosimètre? Non, ce n'est pas le cas pour 83%. Nous, maintenant, je veux dire, à part les fois où on oublie, c'est-à-dire, je pense, dans 90%, on le prend. Alors, il y a le dosimètre actif et mensuel, et puis le dosimètre qu'on met à chaque fois qu'on fait une journée où on fait de la scopie, plus maintenant on met une bague. Et Christophe Almeras voudrait maintenant qu'on ait un dosimètre sur les lunettes pour les risques de cataracte. Mais voilà, il faut se protéger. Ah oui. Alors, pour la 19e question, en ce qui concerne la fragmentation du calcul en urétéroscopie semi-rigide, qu'est-ce que vous utilisez? Alors, 40% utilisent le laser, 33% les ondes de choc et les deux, 25%. Qu'est-ce qui vous donne satisfaction? Alors, la majorité a répondu le laser, un tiers pour les ondes, pour la balistique.
Il y a une question de coût là aussi. Hein. La balistique, c'est pas cher. On peut utiliser une sonde balistique pendant de nombreuses fois, tandis que les fibres laser, soit c'est d'usage unique, soit c'est du réutilisable, mais c'est quand même beaucoup plus cher Alors, je pense que c'est fini. La dernière. Il y a une J'ai question. 2 questions, s'il vous plaît. Il y a une question dernière. Oui. Anas, il y a encore une question. Alors, lithiase urétérale, souple ou semi-rigide? 86% ont répondu semi-rigide. C'était la dernière question. Oui, ben c'est plus facile, hein. Surtout plus on est bas, plus il vaut mieux utiliser le semi-rigide, parce qu'utiliser du souple en pelvien ou même en iliaque, c'est vraiment pas facile. Il faut avoir une bonne habitude du souple. Hein. Je me suis longtemps moqué en disant que c'était comme travailler avec un spaghetti trop cuit, mais bon, quand on a une bonne habitude du souple, on arrive à travailler dans l'urtère où que ce soit, mais c'est quand même plus difficile parce qu'avec du rigide, on est habitué, c'est comme la cystoscopie, comme la résection, on est dans l'axe, on a des mouvements qui sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus précis qu'avec le souple. Donc, je dirais que tout ce qui est urtère, pelvien et iliaque, le semi-rigide est idéal. Et après, quand on monte en lombaire, si on a une bonne habitude, un urtère préparé, on peut tout à fait monter en semi-rigide. Mais si on a la chance d'avoir du souple, le souple est un peu moins agressif. Alors, le souple en lombaire, moi, je monterai sur guide sans gaine d'accès. Je mets la gaine d'accès que pour les calculs du rein, d'une part pour des raisons de coût, et puis la gaine d'accès n'a pas d'intérêt dans l'urtère. Voilà. Mais là aussi, il faut savoir s'adapter à toutes les situations. Un semi-rigide, vous l'avez dans une boîte. Donc, quand quand vous avez besoin d'un semi-rigide, vous le demandez, on ouvre la boîte, on vous le donne. Un souple, il faut l'avoir préparé, puisque ça ne passe pas à l'autoclave, donc il faut qu'il ait été préparé, ça demande quand même un petit quart d'heure, donc il faut l'avoir prévu. Il faut savoir s'adapter aux situations. Un lombaire, souvent, je dis donnez-moi le rigide, mais préparez-moi le souple, parce que si je passe dans le rein ou si je ne suis pas bien avec le rigide et que j'arrive pas à remonter, je prendrai le souple. Il faut s'adapter dans l'urtère si on a la chance d'avoir du matériel qui permet de vous adapter. Hein. Est-ce que ça veut dire, docteur Gauthier, que vous ne faites jamais une urétéroscopie pour un calcul de l'urtère lombaire si l'urtère n'est pas préparé? Non, pas du tout. Si je préviens les gens et s'il y a un gros calcul lombaire, je dis je vais essayer de remonter. Si je remonte bien, s'il n'y a pas de difficulté, je retire les débris et voilà. Et avec peut-être une double J à la clé. Je ne sais jamais, c'est un peu comme un voyage. Hein. Je crois qu'on ne peut jamais savoir comment une urétéroscopie va se passer. Il faut être très modeste en urétéroscopie en expliquant qu'on va essayer de faire au mieux en étant le plus efficace possible, mais qu'on ne peut pas promettre aux gens et on ne peut pas dire jamais ni toujours. Merci beaucoup. Docteur Gauthier, donc on sait que vous êtes pris par des obligations, des obligations tout court. Et donc, on vous remercie, nous vous remercions donc pour cette participation à ce webinaire organisé ce soir concernant les trucs et astuces pour l'urétéroscopie semi-rigide. Par contre, nous continuerons, si nous pouvons, à répondre aux questions entre nous. Donc, merci beaucoup, docteur Gauthier, et à une prochaine fois, j'espère. C'est un plaisir. Merci, docteur Gauthier. De vous retrouver. Merci, docteur Gauthier. Moi, je pense que tu nous as donné un arrière-goût et sûrement on va refaire une autre avec toi au mois de septembre. Merci beaucoup. Anas? Anas? Docteur Azizi? Oui. Alors, Oui. Tu arrêtes le partage pour continuer, s'il te plaît. Arrête le partage. Donc, je vous laisse. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Si vous passez à la prochaine. vous pouvez venir nous voir. Et puis, on pourra faire éventuellement, pourquoi pas, des petits workshops une fois. On verra ça. Si j'ai la chance de revenir parmi vous. Est-ce que tu peux nous poser une question des participants, qu'on puisse ensemble répondre si on a…
Alors, il y a une question, c'est le type d'anesthésie. Rachi ou âgé. Donc, personne. Donc, c'est toujours difficile quand le malade tousse. On se trouve avec un urétéroscope dans la main à l'extérieur. Donc, je voulais connaître vos avis. Est-ce que vous utilisez une rachi ou âgé pour les uréteroscopies? Alors, si j'ai à répondre personnellement, moi, j'utilise que de la rachianesthésie, en cas que, majoritairement rachianesthésie. Une bonne rachie vaut mieux qu'une mauvaise anesthésie générale. Un réveil précoce risque aussi d'avoir des bris de matériel, voire même de perforation de l'urtère. Donc, oui. Quelque chose. Alors, des fois, c'est l'âge, des fois, ça m'est déjà arrivé en sous-rachis, des patients qui ressentent l'hyperpression rénale, surtout quand c'est un calcul haut situé, c'est-à-dire vers l'urtère iliaque retirée. Mais vraiment, j'ai eu des patients qui ressentent soit la mise en rachis, enfin sous-rachis, je parle sous-rachis, et ils peuvent même ressentir l'hyperpression de l'urétéroscope. Je ne sais pas si vous avez la même expérience. Non, personnellement non, mais tu sais que certaines équipes font de la percutanée sous rachis. Donc peut-être qu'il faut demander à l'anesthésiste de faire une rachie haute. Si on est dans l'urtère lombaire, avec éventuellement une durée d'intervention, un gros calcul, avec peut-être une hyperpression, alors il faut, on n'en a pas parlé avec le Dr Gauthier, mais il faut de temps en temps arrêter l'irrigation et vider un peu. Si on est en position haute, c'est-à-dire presque en sous-jonctionnel, il faut ouvrir la sortie et faire une pression au niveau du rein pour vider effectivement le rein. Il ne faut pas qu'il y ait une hyperpression. Et puis, la notion qu'il faut absolument respecter, c'est la durée. Il ne faut pas aller plus de 3/4 d'heure, 1 heure. Quand c'est plus long, c'est un risque d'hyperpression, de risque d'infection, surtout lorsque on n'a pas drainé en préalable, on peut avoir des risques infectieux importants. Alors, une deuxième question. On est plutôt pour l'anesthésie. Général? Oui. Beaucoup les patients sont souvent pleins de sentir, de douleur, donc on est plutôt pour l'anesthésie générale. Même pour un pelvien ou iliaque? Même pour un pelvien ou iliaque. On a pris l'habitude. En plus, bon, c'est ce qu'on fait toujours. Et on a fait une anesthésie générale. Pour des raisons aussi, bon, nous on est un service de formation pour pas stresser l'opérateur, pour pas, parce qu'on a ici des patients qui ont bougé. Hein, alors comme tu l'as dit ici, Hachmed, on avait un anesthésiste qui était spécialiste là-dedans. Donc l'anesthésie générale, en général, c'est ce qu'on fait. D'accord. Mais surtout les patients souvent ressentent la douleur. C'est une soirée? Oui, une deuxième question. Conduite à tenir devant un gros calcul préméatique. Donc, est-ce qu'on fait une urétéroscopie ou bien on préfère une incision de ce méa et on accouche ce calcul? Si c'est un diverticule urétral, oui, mais si c'est un urtère normal, là on fait une incision, une méatotomie, le risque c'est le reflux par la suite. Non. À mon sens, il vaut mieux soit mettre un guide et doulgie si on n'arrive pas à passer. Moi, j'ai l'expérience de quelques patients comme ça où lorsqu'on peut monter avec un guide, avec l'urétéroscope, le guide ne passe pas et on arrive à la pointe du calcul, à la pointe inférieure du calcul, on fragmente un peu le calcul pour le libérer l'urtère. Une fois que le calcul est moins, on compacte, on monte un guide et là on peut travailler tranquillement. D'accord. Je ne sais pas quelle est une question d'un participant. Les touchés pelviens, moi je n'ai jamais vu ça, les touchés pelviens, la manipulation à travers les touchés pelviens, est-ce qu'elle permet ou bien elle peut aider à l'introduction de l'urétéroscope? Que pense Nouini?
Je pense que, enfin, nous, là, enfin, je ne l'ai jamais fait. Je pense à la production de l'urétéroscope. C'est sûr que, comme l'a dit le docteur Gauthier, une question la manœuvre de retournement afin de Chausse-pied. guide, oui, le chausse-pied, ça marche bien. Sinon, une préparation par une sonde de double J, mais je pense pelvienne, endovaginale ou. Juste, je pense que le docteur Gauthier l'a dit, c'est effectivement en cas de prolapsus, de gros prolapsus qui empêchent des fois d'accéder au trigone. Alors moi, je vais réduire avec une mèche, je mets une mèche à l'intérieur et normalement, j'ai une anatomie presque normale. Ouais. Alors la question, lorsque on n'arrive pas à introduire intuber l'urtère, le méa par l'urétéroscope, moi je mets un guide à l'extérieur et puis je mets un deuxième guide monté sur l'urétéroscope. Je fais une espèce de triangulation et là, avec les rotations plus triangulation, on arrive à progresser, à intuber le méa et à monter au niveau de l'urtère pelvienne. Maintenant, si on n'y arrive pas, là, il faut mettre une double J et revenir après. Il n'y a pas honte à le faire. Alors, et l'avantage de l'anesthésie, dans ce cas-là, c'est que vous faites participer le patient. C'est-à-dire que le patient, moi, je travaille avec une colonne et avec double écran, et le patient regarde ce que je fais. Et donc, parfois, je lui montre qu'il est difficile de monter un urétéroscope. Donc, il y a une participation des patients pour la compréhension. Bon, maintenant, effectivement, dans un secteur libéral, le patient vient pour qu'on les débarrasse de ce calcul. Le fait de lui dire on n'est pas arrivé, on a mis une double J, bon, c'est considéré par le patient comme un échec, mais bon, il vaut mieux éviter une complication que de s'efforcer de monter un urétéroscope et de créer des fausses routes et avoir des complications. Alors, il y a parfois aussi un autre endroit dont on n'a pas parlé qui peut poser problème, c'est le passage des vaisseaux iliaques, le croisement des vaisseaux iliaques. Hein? Donc, je crois que la sagesse, c'est de ne jamais forcer. En général, les blocages au niveau de l'urtère, on arrive avec la patience, avec un petit peu de douceur, on arrive toujours à vaincre ce genre de choses. Hein. Ne pas hésiter à revenir en arrière, à retenter bien sûr de progresser, mais toujours pareil, hein, si on est coincé, la sagesse va devenir en arrêt, c'est de mettre une idéologie et de revenir après préparation. Moi, j'ai vu au début de ma formation en France, un neurologue qui a forcé sur l'artère iliaque, il a perforé l'artère iliaque. Et donc, ça s'est terminé par une conversion, par une plaie de l'artère iliaque qui est suturée chirurgicalement. Et c'est dramatique hein, quand on voit un flux artériel à travers l'urtère. Ça, vous avez chaud. Hein. Donc, effectivement, comme dit Yacine, il ne faut surtout pas forcer au niveau de la pince artérielle. C'est mon soirée. C'est mon soirée. Il n'y a plus le son. Oui. C'est mon soirée n'a plus. C'est mon Sharqi. Il pense qu'il touche le micro. Voilà. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Nous touchons le micro, s'il te plaît. Oui. La charnière des urétéroscopes qu'on utilise. Peux-tu répéter la question? Quelle est la charnière de l'urétéroscope? La charnière de l'urétéroscope. Ça dépend dans sa clinique. Est-ce que ça va de 8 à 11? Oui, de 8 à 11. Hein. L'extrémité, c'est 8 et le distal, c'est 11-12, je crois. Hein. C'est 11. Ça commence de 11. De 11 et va vers 8. D'accord. Alors, pour les urétères, pour les urétères lombaires, urétéroscopie souple ou semi-rigide? On a répondu à cette question. On a répondu, c'est tout. C'est ce qu'on a pratiquement. C'est bon. Au fait, utiliser un urétéroscope souple dans un urétère, c'est pas facile. Hein.
surtout en début d'expérience. C'est pas facile. Vous travaillez sans gain. Donc là, si on peut se permettre de faire une uréteroscopie semi-rigide, c'est plus facile. Premièrement, c'est plus gros, ça va plus vite. Maintenant, si on peut pas, soit on fait on monte un souple si on a la chance d'avoir le matériel. Sinon, on fait une double J, on revient après. Oui, c'est Bon. Alors, c'est ce qu'on a pratiquement comme question. Il y a encore des questions, je pense, qui n'ont pas été posées parce que j'ai des réclamations. Vas-y, c'est ça va. Sur Vas-y, le c'est ça. groupe, Vas-y, c'est Omar. sur le groupe, non. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? La dormia métallique est très traumatique pour le Alors. procalcul myétique. Ça, c'est un commentaire. L'anesthésie, on a répondu. Donc, je pense voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Voilà. Alors, pour la dormia de Gdol, moi, j'utilise effectivement que du nitylol. Mais le problème, c'est que le panier est plus petit. Donc, on enlève des petits fragments et c'est souvent des dormiers qui sont très fragiles, qui se cassent facilement, surtout au niveau de la charnière avec la pince. Donc, les métalliques, l'avantage, c'est que c'est plus gros, on peut la réutiliser, mais bien sûr, il faut être très prudent. Alors, tout à l'heure, dans l'analyse, il y a une question sur l'utilisation de l'érythroscopie. Il y a le semi-rigide et il y a le souple. Et moi, je suis étonné de voir comme réponse que la majorité utilise le souple. Donc, est-ce qu'on a le souple partout au Maroc? Ça, c'est une réponse qui est un petit peu étonnante. Oui, maintenant, dans les grands centres hospitaliers, Ou bien si tu poses la question, la plupart les CHU ont tous ont des souples, hein, ont des souples. Donc, ils ont des souples, ils ont le laser. Je crois. Maintenant, dans le secteur libéral, est-ce que tout le monde a accès aux souples? Ah non. Peut-être pas, mais bon, il y a souvent dans des villes, il y a une ou deux cliniques, ou plusieurs cliniques qui disposent de souples. Le souple est quand même extrêmement fragile. Et je pense qu'avec les souples à usage unique, je pense que beaucoup plus de gens se lanceront dans l'urétéroscopie. Parce que l'urétéroscopie, c'est vraiment quelque chose de fragile. Et surtout quand ça passe en plusieurs mains, les risques de casse sont vraiment importants. À ma connaissance, à Casablanca, les cliniques ne mettent pas l'érythroscope souple à la disposition des urologues. Hein. C'est des érythroscopes personnels. L'idéal, c'est que c'est un investissement. Si Mustafa, Oui. utiliser souple pour lithiase urétérale, c'est trop d'investissement pour le calcul de l'urétérale lombaire. Maintenant, c'est maintenant de l'habitude de chacun et de l'accès à ce matériel. Il vaut mieux faire une urétéroscopie semi-rigide. Il y a moins de casse, il y a moins de risque matériel, il y a moins de consommables. Maintenant, si on flush un calcul qui monte, ou il y a des fragments qui montent, soit on peut disposer de lithotripsie extracorporelle en post-urétéroscopie, ou alors, si l'urologue a la chance d'avoir un urétéroscope souple, il peut aller rechercher un calcul. Maintenant, dans des situations bien simples, on peut même, le semi-rigide, hein, le semi-rigide peut monter jusqu'au niveau du bassinet, surtout chez les femmes, sur les patients jeunes, de cette empreinte prostatique. On utilise le semi-rigide pour les calculs surjonctionnels, voire piéliques, hein, qui montent dans le bassinet. D'accord. C'est quand même pas facile d'utiliser le rigide très haut, parce que plus on monte, plus ça devient acrobatique. Ah oui, mais bon, si tu as un petit fragment qui monte, et que pour l'urologue, faire un complément de lait que là, il trouve qu'il n'a pas accès, il peut tenter de monter jusqu'au niveau du bassinet et de récupérer
le fragment. D'accord. Est-ce que je peux poser une question? Vas-y, Anne, vas-y. Vas-y, Aziz. C'est Azizi, est-ce que tu as quelque chose? Alors, c'est une question un peu délicate, mais bon, enfin, on est entre nous. Est-ce que vous mettez l'urétéroscope semi-rigide dans l'autoclave? Bah, tout le monde Tu poses la est. question à tout le monde. Oui, Personnellement, à moi, tout je- le monde. à tout le monde, parce que, enfin, moi, je peux dire ce que j'ai, mais ça me pose problème. Hein. Nous, on ne le met pas dans l'autoclave et ça me pose problème à moi. pourquoi la stérilisation n'est pas optimale? Si, mais pourquoi? Parce que je pense que le SIDEX, c'est pas optimal. En tout cas, je pense que actuellement, en tout cas en France, je pense que la désinfection et pas la stérilisation est comment dire, est réservée aux souples et pas Oui, aux c'est parce que instruments rigides. Tous les instruments rigides, normalement, devraient passer à l'autoclave. il y a le risque de transmission. Donc, il y a le risque infime. Maintenant, au Maroc, est-ce qu'on utilise une stérilisation à l'autoclave des urétéroscopes semi-rigides, voire souples? Je ne connais pas beaucoup d'urologues qui font ça, hein, à ma connaissance. Maintenant, est-ce qu'on a des complications, plus complications infectieuses que d'autres? C'est une question à poser. Ça mérite quand même un questionnaire, un sondage dans ce cas-là. Est-ce que les résécteurs sont stérilisés à l'autoclave? Oui, chez nous, oui. Ils sont stérilisés à l'autoclave. Mais l'urétéroscope, je ne comprends pas. Je pense, enfin, c'est un peu le volume et il faut avoir des autoclaves un peu adaptés. Est-ce que le problème, c'est ça? Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'on a plus de problèmes infectieux quand on passe par le SIDEX ou l'autoclave? Malheureusement, on n'a pas d'études pour répondre à cette question. L'autoclave, c'est. En tout cas, je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on suive un peu ce que font les autres, c'est-à-dire mettre tout ce qui est rigide dans l'autoclave. Et je comprends bien parce que je pense qu'on utilise le SIDEX parce qu'il y a moins de. Enfin, en tout cas, ça abîme moins le matériel que l'autoclave. L'autoclave, c'est mieux, mais il y a plus d'itération de matériel, c'est clair. Hein. Alors maintenant, il y a aussi le plasma. Oui. Le problème, c'est plasma. Mais bon, maintenant, les cartouches sont chères, donc les cycles ne sont pas faits tous les jours, enfin du moins chez nous. Donc nous, on utilise beaucoup le SIDEX. Parce qu'il y a l'autoclave, il y a un gros risque de détérioration du matériel. Surtout c'est clair. On sépare le SIDEX. C'est clair. Messieurs les modérateurs, je pense que c'est. Alors, le problème du SIDEX, il y a aussi un risque sur le terrain. Oui, très bien. Eh ben, à mon tour, donc, de remercier le bureau d'AMU de nous avoir donné cette occasion pour participer à ce webinaire avec comme participant Dr Gauthier. Donc, je remercie Dr Nouini, Dr Azizi, Dr Mansouri qui ont participé avec moi. Je remercie Sarqi et Serdouane qui sont à pied d'œuvre dans ces webinaires. Bravo, continuez et merci beaucoup. Voilà. Ben, merci beaucoup aussi pour vous. Donc, c'est Lelez, c'est Nouini, c'est Azizi, puis c'est le Mansouri. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne fête. Merci beaucoup. Merci et une bonne fête. Voilà. Voilà.